Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré aux livres récents en histoire. Je suis Rassan Moubarak et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Paraska Tolan-Skilnik qui publie Maghreb noir, Rabat, Alger et Tunis dans les luttes panafricaines aux éditions Rothbau Crick. Bonjour Paraska. Bonjour, merci de m'avoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Afrique du Nord et de ses relations avec le reste du continent africain. Vous êtes franco-américaine et enseignante à l'université Cornell aux États-Unis. Et donc vous nous faites l'amitié de venir nous voir à ce micro lors de votre passage en France. Dans Maghreb noir, vous vous êtes intéressé au rôle du Maghreb dans le mouvement panafricain des années 60 et 70, un moment où s'entremêlent les luttes pour les dernières décolonisations et puis les défis des nouveaux pays, nouvellement indépendants. Quand on se réfère, Paraska, au panafricanisme de ces années-là, les années 60, on pense plus volontiers à la Guinée de Sékou Touré ou au Ghana de Nkrumah. Pourquoi cet oubli relatif du Maghreb? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette histoire-là? Merci, oui, merci pour votre accueil. Le panafricanisme au Maghreb, en général, est pas une histoire qu'on raconte beaucoup. En général, le panafricanisme, l'histoire longue du panafricanisme se situe même plutôt aux États-Unis ou dans les milieux de la diaspora noire, en Angleterre, dans les métropoles. Donc moi, j'avais vraiment envie de repartir sur le continent africain. Et en effet, comme vous l'avez dit, on parle de la Guinée de Sékou Touré, on parle du Ghana de Nkrumah, on parle peut-être du Kenya, de Kenyatta, mais rarement on ne pense au Maghreb, et parce que je pense que la division entre l'Afrique subsaharienne, dite subsaharienne, et l'Afrique du Nord est encore très présente dans nos champs d'études historiques. Et en fait, je pense que cette division est en partie faite par l'empire colonial français, qui a voulu diviser ses colonies, en fait diviser pour mieux régner, qui a formé ses administrateurs des écoles différentes, qui a vraiment évité que toute forme de rapprochement se produise entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Et en fait, il y a eu des rapprochements dans les années 60. J'ai commencé ce projet avec mon intérêt pour le Festival panafricain d'Alger. Quand j'étais en mémoire de master à l'EHESS, j'avais travaillé sur la Tunisie et le Sénégal et leur présence au festival. Et en fait, c'était un festival qui était super excitant. J'avais 20 ans et beaucoup des participants, eux aussi, avaient 20 ans en 69. Et c'était, il y avait les Panthères Noires, il y avait Nina Simone. J'étais fascinée par ce festival. Et c'est en creusant ce festival que le reste du livre m'est tombé un peu dessus. Alors on peut parler effectivement de ce festival parce que ça tourne un peu autour de ça, et puis c'est la porte d'entrée aussi pour peut-être beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Et vous racontez plutôt les coulisses du festival, ce que vous appelez le Panaf Off. Donc ce festival s'est tenu en juillet 1969 à Alger. Est-ce que pour ceux qui ont peut-être quelques images, et d'ailleurs il y a le documentaire de William Klein qu'on peut voir sur YouTube qui raconte cette histoire, donc disons l'histoire officielle, de quoi s'agissait-il? C'était quoi ce festival? Qui l'avait organisé? Dans quel but? Et puis quelles étaient les festivités officielles? Le festival a été organisé en partie par le gouvernement algérien et par l'Organisation d'unité africaine, donc en 69, en partie en réponse à un festival qui avait été organisé par le Sénégal et par la France à Dakar en 1966, qui était le premier festival mondial des arts nègres. Et ce festival-là s'est déroulé à Dakar. Il y avait la présence du Maghreb, des artistes et des politiciens du Maroc et de la Tunisie en particulier. Mais ces pays ne pouvaient pas participer à certaines des compétitions officielles du festival. Entre autres, par exemple, l'exposition d'art contemporain, parce qu'ils étaient considérés en dehors du projet de la négritude et en dehors du monde noir. Et donc, le festival d'Alger est en partie une réponse à ce festival. Au festival de Dakar. Et le festival de Dakar, par exemple, n'était pas vraiment financé par l'Organisation d'unité africaine, alors que cette organisation a donné un gros financement à celui d'Alger de 69. Donc il a été organisé en partie aussi par le colonel Houari Boumedienne, qui avait fait un coup d'État donc 4 ans plus tôt, et c'était une façon un peu de revivifier son image, de redonner un peu de la dorure au blason de l'Algérie révolutionnaire, de l'Algérie comme la Mecque des révolutionnaires. Donc voilà, donc le festival a duré à peu près 10 jours. Il y a eu un symposium officiel
où toutes sortes de politiciens et d'intellectuels de l'Afrique entière sont venus présenter des textes plus ou moins intéressants d'ailleurs. Il y a un gros pavé qu'on peut lire, qui sont toutes les communications du symposium. Et puis il y avait toutes sortes de festivités culturelles, des concerts, des projections de films, des danses, du théâtre. Ce qui était marquant, c'est que beaucoup de ces manifestations culturelles se sont faites à la fois dans des théâtres, dans des espaces fermés et donc payants, mais aussi dans les rues, dans les places, à des endroits où en fait tout Algérois pouvait venir voir voilà une archichep jouer du saxophone ou Makeba chanter, voilà. Donc il y avait une certaine quand même ouverture populaire, disons. Et donc ça, c'est pour, disons, la vitrine officielle. Et vous, l'histoire souvent que vous racontez, elle se fait en complément ou en opposition avec cette histoire étatique. Vous racontez essentiellement l'histoire des acteurs, des réseaux militants et des révolutionnaires qui ont transité dans ces pays. Et vous précisez aussi que dans ces pays-là, les archives officielles soit sont inexistantes, soit sont inaccessibles pour les chercheurs. Donc sur quels matériaux vous avez pu travailler ? Donc oui. Alors je travaille sur un groupe de militants artistes que j'appelle la génération Maghreb, parce que le Maghreb a eu vraiment une grosse importance. Alors parfois ils sont maghrébins, mais parfois ils ont vécu longtemps au Maghreb, et le Maghreb a eu une grosse importance dans leur développement politique et puis culturel. Et eux, beaucoup d'entre eux étaient présents au festival d'Alger. Alors parfois ils étaétaient invités officiels, mais parfois pas du tout. Une des personnes, par exemple les quelques personnes sur lesquelles je travaille, le groupe de Souffle, on va en parler. Une revue littéraire du Maroc, eux sont allés à Alger sans invitation officielle. Mais par exemple d'autres personnes sur qui je travaille, par exemple René Depès, lui était au symposium, mais qu'ils soient là de façon officielle ou pas, ils en ont profité pour rencontrer d'autres artistes. Donc les histoires que je raconte sont parfois, en fait, elles ont lieu dans les coulisses de manifestations officielles qui donnent par l'argent, enfin par leur organisation, en fait, une porte d'entrée, un lieu de rencontre, une plaque tournante pour des militants et artistes. Mais évidemment, ces artistes et militants sont souvent pas dupes de la raison pour laquelle les États organisent ces manifestations. Par exemple, voilà, redorer le blason algérien. Donc beaucoup des artistes dont je parle savaient très bien ce que faisait le gouvernement algérien en organisant le Festival panafricain d'Alger. Donc ils ne cautionnaient pas forcément ce que voulait faire le gouvernement algérien. Pour ce qui est des archives, j'ai rarement donc eu accès aux archives nationales. J'ai même eu, on m'a parfois dit, au Maroc par exemple, les archives avaient été créées relativement récemment. Les archives nationales ont été créées qu'en 2013, et donc elles étaient relativement vides. Et on m'a même dit d'aller à Nantes, trouver aux archives diplomatiques. Et c'est drôle parce que je viens de Nantes, donc j'en venais. Et en Tunisie, j'ai eu un peu accès, mais la plupart du temps, voilà, il n'y avait pas de bonnes archives nationales. Alors j'ai fait le choix de passer par les personnages. Donc j'ai créé une liste de personnages. Et des entretiens, donc. Voilà. J'ai créé une liste de personnages. J'ai fait des entretiens avec certains d'entre eux qui étaient encore en vie, ou leurs époux, épouses ou enfants. Eux m'ont donné accès à des archives personnelles qui étaient privées. Et parfois aussi, certains des personnages avaient déjà des archives dans des bibliothèques municipales, ou par exemple René Depestre, ses archives sont à la bibliothèque de la francophonie à Limoges. C'est Jean Sénac, un des autres personnages dont je parle beaucoup, avait des archives qui étaient entre la bibliothèque municipale de Marseille et la bibliothèque nationale d'Alger. Donc voilà, donc c'est des archives personnelles en fait, enfin de personnages spécifiques. Et pour Jean Sénac, d'ailleurs, c'est drôle. Donc, c'est un poète algérien. Effectivement, on en reparlera. Mais dans ses archives, vous avez retrouvé des mégots de cigarettes, je crois, sur lesquels il écrivait des poèmes. C'est ça ? Oui, voilà. J'ai trouvé des mégots de cigarettes et qui étaient à moitié fumés. Enfin, donc voilà. Donc il y avait l'odeur du... Qui avait encore. Et donc, je peux vous dire que 60 ans plus tard, le tabac froid, ça sent encore. Votre livre, Paraska, il se déplace à la fois chronologiquement et géographiquement. Il commence dans le Rabat de la fin des années 50. Puis ensuite passe par Alger à la fin des années 60 et enfin s'achève dans le Tunis du début des années 1970. Et donc, ces différents acteurs, vous les surnommez la génération Maghreb. Est-ce qu'il y a une continuité entre ces trois moments et lieux ? Oui, alors certaines des personnes que je suis, alors il y a un couple en particulier qui est un petit peu
À l'arrière-plan de tous les chapitres, ou même au premier plan parfois, c'est Mario de Andrade et Sarah Maldoror qui, eux, vont de Rabat à Alger puis à Tunis, ensemble ou séparément. Parce que je le reprécise, donc Mario de Andrade, c'est un homme politique angolais, et Sarah Maldoror, c'est une réalisatrice française, qui était sa compagne, et puis qui était réalisatrice aussi de manière indépendante d'ailleurs. Voilà. Et Mario de Andrade a d'ailleurs beaucoup aidé Sarah Maldoror sur ses projets de films, donc ils ont été ils travaillaient ensemble souvent. Donc eux, ils ont voyagé donc d'un pays à l'autre. Donc il y a un déplacement chronologique donc sur le fin des années 50 jusqu'à mi-année 70, et en même temps un déplacement d'une ville à l'autre, alors que le Maroc, qui est assez hospitalier pour ses artistes militants à la fin des années 50, au début des années 60, avec la passage entre Mohamed V et Hassan II, devient moins hospitalier. Donc les militants se dirigent vers Alger. Alors l'Algérie aussi devient de moins en moins hospitalière, ils se dirigent vers Tunis. Voilà. Et donc, on va aborder successivement ces 3 étapes, si vous le voulez. Le Maroc d'abord, donc qui est indépendant depuis 1956, avec le roi Mohamed V à sa tête. Donc là, vous suivez un groupe d'artistes lusophones qui ont transité d'abord de Lisbonne à Paris, et puis ensuite ont été accueillis à Rabat. Donc ils sont originaires des colonies du Portugal qui ne sont pas encore indépendantes à la fin des années 50. Donc c'est l'Angola, le Mozambique, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils trouvent au Maroc? En quoi est-ce que le Maroc est accueillant pour eux? Et puis aussi le fait de s'installer au Maroc, qu'est-ce que ça signifie dans l'évolution de leur engagement? Oui, c'est un groupe de militants qui se rencontrent à Lisbonne, dans les couloirs de l'université à Lisbonne, et se lient d'amitié, en particulier par la poésie. En fait, ils créent en gros un club de poésie et recrutent des nouveaux membres grâce à ce club littéraire. Après, il se déplace de Lisbonne à Paris quand Lisbonne devient vraiment hospitalière aux mouvements anticoloniaux. À Paris, il rencontre des militants marocains qui eux aussi luttaient pour l'indépendance du Maroc, et donc il se lie d'amitié, en particulier avec des membres de l'Istiqlal. Et donc l'un d'entre eux, Aquino de Bragança, qui est de Goa, est invité par des membres de l'Istiqlal à s'installer au Maroc en 1957, quand le Maroc devient indépendant. Donc il y va et crée là-bas un siège pour la lutte contre le colonialisme portugais, et invite d'autres militants luso-africains comme Marcelino dos Santos, qui est mozambicain, et Mario de Andrade, qui est angolais, à venir s'installer là-bas. Et donc non seulement on leur donne une place au Maroc, mais le roi leur donne carrément de l'argent, une résidence, l'accès à la presse marocaine, l'accès à la radio marocaine, mais aussi des armements et de l'accès à un entraînement militaire. Donc un nombre d'entre eux font un entraînement militaire qu'ils n'avaient pas fait auparavant, puisque c'était des étudiants parfois en lettres, parfois en agriculture, qui n'avaient aucune expérience militaire, mais ils s'entraînent militairement dans des camps, surtout le long de la frontière algériano-marocaine, près de Oujda, avec des membres du FLN aussi. Et par exemple, une des personnalités connues qui est venue à un camp au Maroc, c'est Nelson Mandela, qui était d'Afrique du Sud. Et voilà, donc et leur donne aussi des armements que le Maroc aide à envoyer des armements pour les maquis, pour les combats dans les maquis en Angola, au Mozambique, etc. Donc ils sont soutenus au départ par Mohamed V. Comment expliquer que le soutien diminue, et notamment d'ailleurs sous Hassan II, où là à ce moment-là ils sont quasiment chassés d'ailleurs du Maroc? Comment on explique ça? Oui, alors c'est vraiment dans le processus de transition entre Mohamed V et Hassan II qu'il y a un gros changement. Quand Mohamed V meurt, Hassan II reprend le pouvoir, et Hassan II est beaucoup moins intéressé par ce type de militantisme révolutionnaire qui se veut plutôt, alors on est en plein milieu de la guerre froide, donc il se veut plutôt en sympathie avec l'Union soviétique, et lui s'intéresse beaucoup plus aux États-Unis, au camp occidental, au panafricanisme peut-être religieux, en particulier il construit des mosquées partout en Afrique, donc se veut un peu le père des croyants musulmans
musulman africain. Donc lui, ses intérêts sont tout autres. Et puis Hassan II devient très paranoïaque et pense que les militants de gauche sont là pour le déplacer du pouvoir. Enfin, il y a une série de coups d'État qui font qu'il devient et il installe une répression énorme au Maroc à partir du milieu des années 60. En particulier en 65 avec des manifestations à Casablanca où de nombreux jeunes Marocains sont tués et donc voilà, et donc c'est évidemment alors l'autre chose dont il faut parler, c'est évidemment la disparition de Mehdi Ben Barka ou l'assassinat de Mehdi Ben Barka à Paris qui est donc lui un militant panafricain justement et tiers-mondiste marocain qui était très lié d'amitié qui était lié d'amitié puis de solidarité avec ses luso-africains. Qui organisait une grande conférence à la Havane tricontinentale en 1966 et qui se fait tuer, qui disparaît à Paris quelques mois seulement avant ce festival, cette rencontre à la Havane. Sur le cas de Mehdi Ben Barka, on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Les archives du Maroc et de la France n'ont pas encore été ouvertes à ce propos, mais on suspecte que la France a aidé, que la France a assisté à cet assassinat qui avait été en gros commandité par Hassan II parce qu'il gênait vraiment le pouvoir marocain. Donc le Maroc n'est plus très hospitalier pour ces révolutionnaires à partir de les mi-années 60. Voilà. Et c'est vrai que ces militants luso-africains, ils ont des contacts avec les Marocains, d'autres socialistes ou révolutionnaires, peu importe, mais aussi avec des artistes. Et c'est le deuxième chapitre de votre livre, puisque ces Marocains et ces luso-africains, ils réfléchissent à la place qu'ils doivent prendre dans la nouvelle Afrique post-coloniale. Et l'un de ces poètes, Abdellatif Lahabi, qui aujourd'hui, je crois, vit en France, est un des fondateurs et le rédacteur en chef d'une revue littéraire qui s'appelle Souffle, à laquelle vous consacrez le deuxième chapitre de votre livre. Donc c'est une revue qui est apparue entre 1966 et 1973. Quels sont les thèmes qui furent abordés ? Oui, alors j'ai eu le grand honneur de rencontrer Abdellatif Lahabi pour la première fois hier soir. Oui, qui était effectivement avec vous en réunion à Paris, c'est ça, voilà, en conférence à Paris. Voilà, donc oui, il a créé avec d'autres poètes marocains, Mohamed Khaireddin et Mostafa Nissabouri, une revue en 1966. Alors j'ai enfin pu l'entendre raconter sa propre version de l'histoire, qui était que ils étaient donc après toutes ces moments de répression au Maroc, ils étaient déçus par on est en 66, c'est 10 ans après l'indépendance marocaine et en fait ils ne voient pas de perspective pour la jeunesse marocaine, alors décident de créer leur propre projet artistique et c'est en particulier en visitant donc ces trois poètes Lahabi visite tout seul cette exposition de peinture de Mohamed Melehi, un peintre marocain, et il est époustouflé par les toiles de Melehi. Et donc, 6 personnes, donc trois peintres, artistes plasticiens et 3 poètes, décident de créer cette revue ensemble, consacrée à la poésie et l'art contemporain au Maroc. La revue très vite devient très politique parce qu'en fait, beaucoup des projets dont je parle commencent par la poésie, la culture et en fait se radicalisent parce que quand on en vient à se questionner sur son identité en écrivant de la poésie, en fait souvent, on vient naturellement à la politique et du coup au questionnement de ce que ça veut dire de vivre dans un État indépendant. Est-ce qu'on est vraiment indépendant ? Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance pour nous, etc. Donc elle devient politique très rapidement. Voilà. Je vous cite d'ailleurs, Paraska, vous écrivez dans le livre « Historiennes et historiens ont eu tendance à sous-estimer le rôle de la culture dans l'éveil du sentiment d'indignation des hommes et des femmes d'Afrique et dans leur désir d'entrer dans l'action politique, parfois violente, contre le colonialisme et le néocolonialisme. » Donc cette nouvelle génération de militants aussi, vous le dites, sans vraiment l'écrire dans le livre, mais j'ai l'impression qu'elle se construit aussi en opposition avec la génération précédente de panafricains, celle d'Aimé Césaire, de Senghor, et elle a tendance aussi à récuser un peu le concept de négritude. Oui, absolument. Je pense que pour beaucoup de ces militants, la négritude était un passage intéressant qui permettait, mais justement, il y avait une forme
d'objectification de la culture, d'essentialisation, de récupération de la culture à des fins, surtout dans le cas de la négritude de Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, récupération de la culture pour des fins politiques, étatiques et néocoloniales, diraient certains de ces militants, qui ne leur plaisaient pas du tout. Et eux voulaient une autre type de culture révolutionnaire qui était moins essentialisante et qui transcendait les questions raciales que Senghor mettait un peu au centre de ces... Et donc dans Souffle, dans cette revue artistique, littéraire et militante, quelle est la place accordée aux auteurs africains non maghrébins ? Alors il y a une grande place, et je pense que et en fait ça a été confirmé par la Habi hier, que c'est grâce à leur rencontre, le groupe Souffle à leur rencontre avec des Angolais, Mario de Andrade par exemple, ou Marcelino dos Santos, le Mozambicain, qu'ils ont fuit le piège d'être enfermés sur la question arabe ou arabophone. Ça leur a permis en fait de s'internationaliser, de dépasser un clivage un peu ethnique ou racial, et il donne en effet une grande place à des personnes comme Mario de Andrade. Mario de Andrade apparaît pour la première fois, un texte de Mario de Andrade, je pense, dans le numéro 9, en 68, après le congrès de la Havane. Un texte de Mario de Andrade apparaît, puis un texte de René Depès, qui est un poète haïtien. Mais après cette apparition, plusieurs numéros sont dédiés complètement même à la question panafricaine, comme un numéro sur le Festival panafricain d'Alger, justement, et puis un numéro sur les luttes en Afrique, qui est le numéro 19, qui s'intitule « Afrique, un seul et même combat ». Voilà. Et alors, l'un des questionnements centraux de cette revue, c'est celui de la langue d'expression, puisque elle a d'abord paru en français, cette revue, mais certaines voix se sont élevées en disant « oui, mais le français, c'est la langue du colonisateur ». D'autres ont dit « mais c'est aussi notre langue commune, et si on s'exprime ce qu'ont fait certains dans notre langue nationale ou locale, eh bien, on a forcément une portée moins importante ». Comment est-ce que ce débat interne éditorial, finalement, retentit sur le contenu de la revue ? Oui, alors c'est quelque chose dont il parle beaucoup dans les pages de la revue, et puis chaque personne qui publie dans Souffle a un peu une idée différente de l'importance, enfin de ce qu'il faut faire pour la langue. Alors la Habi, je pense, change un peu de position au fur et à mesure. Alors lui il écrit en français, c'est sa langue, la langue qui le parlait le mieux, enfin qu'il écrivait le mieux, parce que évidemment il a grandi dans l'école coloniale et c'était, on lui enseignait pas vraiment l'arabe classique. C'est en fait, il a raconté ça hier soir, c'est quand en prison qu'il a commencé à vraiment écrire ou à se réapproprier l'arabe classique et à écrire en arabe classique. Mais il parlait très bien évidemment le darija, mais c'était pas une langue, c'était une langue principalement orale qu'on n'écrivait pas à l'époque, en tout cas, ce n'est plus tout à fait le cas. Certains de ces poètes pensaient que le français, il n'y avait pas de raison de pas écrire en français. D'ailleurs, à un moment donné, la Habi dit Frantz Fanon a bien écrit Les Damnés de la Terre en français. Si les partisans de la francophonie peuvent réclamer Fanon, j'en serais bien surpris, quoi. Enfin, peuvent dire que Fanon, s'identifier à Fanon, j'en serais bien surpris. Donc lui, comme beaucoup d'autres, considérait le français un peu comme un butin de guerre. Après, je pense que la Habi a aussi parlé d'une autre théorie un peu de l'usage de la langue. C'est celle de Césaire qui était et celle de Khayreddine qui était une idée d'exploser les codes linguistiques français pour en faire la créoliser, en fait, rendre la langue française créole et se l'approprier. La Habi utilise le terme extrémisme linguistique à certains moments, donc pour parler d'une espèce de recréation de la langue française. Mais la question de l'arabe est quand même toujours très présente. Plusieurs numéros de Souffle sont dédiés à la poésie en arabe. Il y a des poèmes de la Habi qui apparaissent en arabe, mais qui sont traduits du français jusque dans l'arabe. Et puis, en 71, Souffle décide de créer une revue parallèle qui s'appelle Anfaz, qui veut dire souffle en arabe. Oui, qui veut dire souffle en arabe, et qui, elle, a une problématique un peu différente. Alors, dans Souffle, ils disent que c'est une revue qui, elle, est plus dédiée au monde arabe, et que Souffle restera là et sera là pour ceux qui sont si éloignés de leur propre identité qu'ils ne lisent pas bien la langue arabe ou quelque chose comme ça, et pour nos amis et alliés dans le monde francophone. Donc il y a quand même l'idée que Anfaz doit quand même être la nouvelle langue de lutte, quoi.
Après le Maroc, migrons vers l'Algérie. Donc au milieu des années 60, Algérie, c'est le point de rencontre de révolutionnaires de tous les continents, d'ailleurs pas seulement l'Afrique, mais aussi l'Amérique et l'Asie. Et puis vous reprenez l'expression d'Amilcar Cabral qui surnomme Alger dans ces années-là la Mecque des révolutionnaires. L'Algérie est d'ailleurs l'un des membres fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et l'histoire que vous racontez, cependant, donc ça n'est pas celle des efforts de la présidence algérienne, on l'a dit, pour se montrer comme un acteur et un promoteur du panafricanisme, mais plutôt celle des artistes qui ont considéré que les idéaux de la révolution algérienne ont été bafoués par le régime, c'est ça ? Oui, absolument. Et je dois dire que moi, au début, quand j'ai commencé à étudier le PANAF, j'étais plutôt impressionnée par les efforts du gouvernement algérien, comme beaucoup d'entre nous qui avons travaillé sur le PANAF. La plupart des archives qui nous restent, finalement, c'est les archives que le gouvernement algérien a laissées, le symposium, les communications du symposium, les différents pamphlets qui ont été imprimés à ce moment-là, qui ont été tous ratifiés exactement, et évidemment par le gouvernement algérien. Donc c'est que en faisant des entretiens oraux que j'ai commencé à vraiment comprendre que ce n'était pas tout à fait ce qu'on en pensait. C'est en particulier un entretien que j'ai fait avec Hossein Tanjawi, qui est un poète et écrivain algérien qui avait 19 ans à l'époque et qui disait pour nous c'était un peu une parade cette histoire. On savait très bien que toutes les organisations étaient muselées, donc il y avait tous ces gens qui venaient célébrer l'Afrique révolutionnaire, l'Algérie révolutionnaire, mais en réalité nous on n'avait aucune liberté, etc. Donc c'est l'histoire que je raconte voilà. Donc j'ai utilisé pour raconter cette histoire d'autres types d'archives que celles qui ont été créées par le gouvernement algérien à l'époque. Et j'en reviens justement au film documentaire de William Klein, qui était une commande, je crois, de l'État, où on voit en fait alors des images de parades de rue, des images de concerts, etc. Et puis aussi, il y a des images sur les luttes coloniales, enfin anticoloniales révolutionnaires. Comment est-ce que vous le situez, ce film ? Parce que ce n'est pas vraiment une apologie du régime algérien. Comment est-ce qu'il se situe ? Comment est-ce qu'il a été perçu à l'époque déjà ? Il y a beaucoup d'Algériens qui n'étaient pas contents et beaucoup d'Africains qui n'étaient pas contents du fait que l'Algérie commande pour ce festival qui se voulait panafricain, fasse une commande à un directeur franco-américain pour le film. Je pense qu'à l'époque, le film n'était pas forcément très bien reçu, mais depuis, en fait, c'est devenu vraiment le film sur Panaf. Et la raison principale est qu'on n'a pas beaucoup d'images du festival. Il y a quelques clips Alina qui sont des clips de télévision, mais les caméras du monde étaient plutôt dirigées. Enfin, c'est le même été que Neil Armstrong fait son pas historique sur la Lune. Donc les caméras du monde étaient plutôt dirigées autre part, quoi, disons. Donc c'est vraiment une des principales sources télévisuelles de ce festival. Donc je pense que maintenant il est très bien, il est coté, ce film. Mais en réalité, à l'époque, je suis pas sûre que c'est une très bonne réception. Vous êtes parti en tout cas sur les traces des coulisses, des rencontres officieuses qui ont eu lieu en marge du festival, et vous écrivez que l'organisateur en chef de ce Panaf Off fut le poète algérien Jean Sénac, que la documentation officielle ne mentionne jamais. Alors peut-être remédier en quelques mots à cette injustice. Qui est Jean Sénac et puis surtout quelle est sa contribution au panafricanisme en Algérie, pas seulement au moment de ce festival, mais plus généralement d'ailleurs dans toutes ses activités littéraires, radiophoniques, etc. Voilà. Jean Sénac, c'est un pied noir qui a grandi près d'Oran et qui a rejoint le FLN et a décidé de lui combattre pour une Algérie indépendante. Il était assez ami de Camus à un moment donné, même amoureux selon ses lettres, on dirait. Mais il s'est fâché avec Camus parce que il trouvait que Camus ne prenait pas position pour l'Algérie, et donc il a renié Camus en fait. Et lui, au moment de l'indépendance de l'Algérie, il est en France, il participe à des actes militants du FLN en France. Et puis, il retourne en Algérie après l'indépendance et rejoint le gouvernement algérien. Il est au ministère de l'Éducation. Au début, il est très très enthousiaste par le nouveau système algérien, l'Algérie sous le premier leader algérien Ahmed Ben Bella. Et puis après le coup de Boumedienne, il commence à penser que en fait cette révolution n'est pas tout ce qu'il pensait ou tout ce qu'il espérait. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc, il en parle très ouvertement. Il envoie des lettres au gouvernement algérien, aux différentes institutions, en parlant de censure, etc., sur ses émissions radio. Il est aussi à la radio algérienne. Il a plusieurs émissions.
une qui s'appelle Un poète dans la cité et un autre qui s'appelle Poésie sur tous les fronts, ou des émissions qui sont d'après les journaux et d'après toutes les lettres que j'ai vues dans ces archives, des émissions qui ont beaucoup d'auditeurs, qui sont à des, je pense que elles passent à 20h ou 21h le soir, donc à des bons horaires pour écouter la radio. Et beaucoup de jeunes Algériens l'écoutent lire des poèmes de poètes partout en Afrique et aussi de la diaspora noire aux États-Unis, dans les Caraïbes, etc. Donc en fait, c'est quelqu'un de très présent dans la scène littéraire algéroise et algérienne. Il se fâche quand même pas mal avec d'autres poètes écrivains algériens. Probablement parce qu'il est dans cette position où il est, c'est un pied noir, il est aussi homosexuel, donc il n'est pas dans les mœurs culturelles algériennes nécessairement, et donc il n'est pas invité au festival au Panaf d'Alger par le gouvernement algérien qui probablement trouve qu'il embête un peu le monde. Et parce qu'il est fâché, je pense, avec certains des organisateurs principaux du festival. Mais par contre, j'ai eu l'occasion quand j'étais à Alger, à la Bibliothèque nationale d'Alger, de voir son calendrier, son calepin, quoi, pour cet été-là. Et il notait tout de façon très, très méthodique. Et donc, pour chaque jour, il y avait toutes les manifestations auxquelles il était allé. Quel film, quelle exposition, quel concert, etc. Et puis après, des petits mots sur qui il rencontrait, clairement beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes avec des gens qui étaient venus partout en Afrique. Oui, c'est ça, c'est que cette semaine-là, ces 10 jours-là, ça a constitué en fait un lieu de sociabilité vraiment exceptionnel pour les auteurs et les artistes et révolutionnaires algériens, mais aussi maghrébins et aussi panafricains. Alors, il y a un autre point sur lequel vous insistez, c'est finalement sur la place des femmes, puisque là, tous les noms qu'on a cités, à part Sarah Maldoror, ce sont des hommes. Mm-hmm. Quelle était la place des femmes dans ce mouvement-là ? C'était pas une place facile. Disons qu'il y avait peu de femmes au symposium, par exemple, du Festival panafricain d'Alger. Il me semble qu'il n'y a pas une seule femme. Dans les pages de Souffle, il y a 2 femmes qui participent à Souffle. Tony Mariani, qui était l'épouse de Mohamed Melehi, et une autre femme, une autre poétesse marocaine. Très peu de présence, disons, politique ou artistique. Alors évidemment, les femmes étaient toujours là. Souvent, les compagnes de ces militants étaient présents à ces différents festivals et faisaient partie un peu aidaient les militants à s'organiser, s'occupaient des enfants. Un des couples dont je parle aussi beaucoup dans la partie sur le Panaf, c'est le couple Cleaver, qui était un couple de panthères noires, Kathleen Cleaver et Aldridge Cleaver, qui se sont retrouvés en exil des États-Unis. Ils fuyaient les États-Unis et se sont retrouvés à Alger juste avant le festival. Kathleen Cleaver était enceinte de 8 mois ou 8 mois et demi. Elle a accouché durant le festival. Alors évidemment, Aldridge, lui, il faisait toutes sortes de communications. Il y avait un centre afro-américain et il était là-bas. Il se faisait suivre par plein de jeunes Algériens qui lui posaient plein de questions, etc. Et puis Kathleen Cleaver, elle était en train d'accoucher. Donc évidemment, elle n'avait pas vraiment une voix au chapitre. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle, ses souvenirs d'Alger ne sont pas très bons parce qu'elle se sentait vraiment isolée, en fait un peu éloignée de la politique, etc. Donc c'était quand même des lieux qui étaient relativement fermés aux femmes en tant que participants politiques, quoi. Par contre, j'ai trouvé que dans des poèmes, dans des écrits, la femme apparaissait beaucoup comme une muse panafricaine. Donc, on représentait souvent l'idée du panafricanisme ou l'idée de l'union panafricaine comme une union avec une femme. Je pense en particulier à des poèmes de Ted Jones, qui est un beat poète américain qui a longtemps vécu au Maghreb, entre le Mali et le Maghreb. Et lui parle d'un voyage autour des États-Unis, autour de l'Afrique, et il dit que à travers ses relations avec une femme berbère, il est devenu marocain, devenu algérien, devenu tunisien. Ça, ce côté sexuel d'ailleurs est très important, puisque vous avez mené beaucoup d'entretiens avec des hommes, je crois une bonne partie, une majorité avec des hommes, et puis il raconte que, en fait, ils assignent aussi à ces femmes
un rôle de libération sexuelle qu'elles n'endossent pas forcément. Voilà. Et en les privant un peu finalement d'une légitimité politique, on réduit cette lutte-là à une libération des corps. Voilà, absolument. C'est quelque chose qui, alors je sais pas si c'est parce que moi, en faisant j'étais une jeune femme et donc il se disait que bon, ça devait m'intéresser, que je devais, mais c'est quelque chose dont on me parlait beaucoup, en particulier du rôle de la mini-jupe. Alors j'avais jamais pensé autant à la mini-jupe que pendant ce projet, mais, et c'est drôle parce que quand j'ai présenté ce livre à Marseille, une femme m'a dit, je trouve que vous êtes un peu dur avec Boumedienne, à l'époque de Boumedienne, vous voyez, toutes les lycéennes étaient en mini-jupe à l'extérieur des lycées. Et c'est drôle parce que c'est un commentaire qu'on m'a beaucoup dit pendant mes entretiens, que à l'époque toutes les femmes étaient en mini-jupe, et évidemment c'était surtout des hommes qui me disaient ça. Quand les quelques femmes que j'ai eu l'occasion d'interviewer n'ont jamais parlé de mini-jupe, et je pense que pour elles ça ne devait pas être très intéressant ou très important ce qu'elles pouvaient porter. Ce qui était important pour elles, c'était les conditions dans lesquelles elles pouvaient parler, travailler, etc. Sarah Maldoror ne m'a jamais parlé de mini-jupe, mais c'est vrai que l'idée de libération de la femme, pour ces hommes, passait souvent par l'accès à leur corps, une libération de leur corps, pouvoir les voir, pouvoir voir leurs jambes, etc. Et pas spécialement pouvoir les entendre. Le dernier chapitre, Paraska Tolan, s'intéresse au rôle qu'a pu jouer la Tunisie dans le mouvement panafricain. C'est une implication qui est un peu tardive, comme si peut-être la Tunisie voulait ne pas laisser le champ libre à ses voisins. Et donc le ministère de la Culture lance en 1966 les Journées cinématographiques de Carthage. La direction en est assurée par un Tunisien, Tahar Cheria, et un Sénégalais, Ousmane Samben. Le cinéma africain naissant, c'est aussi un emblème d'ailleurs de la décolonisation, puisque on se rend compte que les moyens, enfin les circuits de production et de distribution sont plutôt encore aux mains des Occidentaux. Donc c'est une industrie qui est difficile à naître. Est-ce que ce festival cinématographique, donc c'est la première fois qu'on parle vraiment de cinéma, jusqu'à présent c'était beaucoup des textes et des poèmes, est-ce que ça a permis de faire émerger des nouvelles figures ou des nouvelles revendications ? Oui, je pense que beaucoup alors par exemple le couple justement Sarah Maldoror, Mario de Andrade se dédie en partie à la carrière de sa femme, l'aide à réaliser des films, parce que je pense que, et le personnage d'Ousmane Sembène aussi, qui est un écrivain qui a écrit des très beaux textes, lui aussi se redirige vers le cinéma en pensant que le cinéma permet d'accéder à une population plus large. Parce que, évidemment, on parle d'une période aussi où on a beaucoup dit sur la mission civilisatrice française, mais en fait, dans les anciennes colonies françaises, on a formé très peu de personnes qui savent lire. L'école française installée au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest n'a pas beaucoup formé de personnes. Je pense, hier justement, Jocelyne et Abdellatif Lahabi parlaient du nombre de bacheliers au Maroc entre au début de la colonisation et la fin de la colonisation était de 1300 bacheliers marocains. Donc vous pouvez imaginer que c'est pas énorme si c'est pour ça qu'on colonise. Donc le cinéma paraissait être une meilleure arme pour accéder, un meilleur outil de militantisme. Et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est que il y avait une fédération des ciné-clubs qui était assez forte politiquement et qui était assez bien ancrée dans le territoire tunisien, y compris dans des petites villes et villages. Et en fait, cette fédération a décidé à endosser ce festival, à organiser ce festival. Et à essayer aussi de reprendre les droits des écrans, par exemple, de projeter des films tunisiens sur les écrans tunisiens. Alors moi j'avais jamais pensé autant à la projection de films et de comment ça marchait en fait. C'était assez difficile à l'époque pour eux de projeter des films tunisiens parce que les écrans étaient en gros achetés par des pouvoirs par du capital européen qui voulait projeter des films américains. Donc non seulement il y a le problème évidemment de la réalisation d'un film, du budget de réalisation, mais aussi le problème de la distribution d'un film. Donc à travers le festival de Tunis, les Journées cinématographiques de Carthage, il y a eu un espoir ou un effort de reprendre le dessus sur la distribution et la production du cinéma en Afrique. Et est-ce que, comme au Maroc et en Algérie, eh bien, les artistes, les militants tunisiens ont réussi à dépasser le cadre que voulait imposer l'État ? Oui, je pense. Alors, malheureusement, j'ai pas eu accès. Donc, le festival de Tunis qui se déroule encore. Oui, voilà. À un moment, c'était une biennale, ensuite voilà, annuelle. Enfin, ça a changé. Voilà. Donc, qui est un festival qui, dans les années 70, devient un espace assez radical. Il y avait les projections de films évidemment, et puis les films qui étaient nominés au palmarès, etc., qui étaient souvent des films assez radicaux et assez
assez ouvertement contre les nouveaux gouvernements néocoloniaux, enfin qui assez critique des gouvernements africains. Mais en dehors de la projection de films, il y avait évidemment des débats après. Ces débats ont été filmés. Mais je n'ai jamais eu accès à ces cassettes, par exemple. Et ça, je pense que ces archives existent quelque part en Tunisie. Mais moi, je n'y ai pas eu accès, j'ai pas réussi à les trouver. Et la plupart des acteurs que j'ai réussi à interviewer, eux ne savaient pas non plus où étaient ces archives ou comment y accéder. Voilà, j'ai essayé nombreuses fois au ministère de la Culture de trouver quelqu'un qui pouvait m'informer sans succès. Donc je pense que ça serait sûrement une riche mine d'informations sur le type de débat qu'il y a eu après ces projections de films. Cela dit, j'ai évidemment eu l'occasion de parler avec beaucoup de participants qui m'ont dit qu'en effet, il y avait une dissidence assez importante, qu'il y avait des manifestations contre le gouvernement tunisien qui se faisaient dans les projections de films, etc. Donc ce festival a bien dépassé le cadre que voulait le gouvernement tunisien. Et puis vous l'avez dit, ce festival existe encore aujourd'hui, et donc ça m'amène à vous poser la question de l'état de la question panafricaine aujourd'hui au Maghreb, parce qu'on l'entend beaucoup comme Maghreb, point de passage des migrants entre l'Afrique et l'Europe, avec des violences comme en Tunisie il y a 2 ans. Il faut dire aussi que ce racisme anti-noir a sans doute toujours existé, puisque vous le mentionnez même pendant le festival panafricain, où il y avait des comportements d'Algériens qui n'étaient pas forcément très amicaux vis-à-vis des Noirs africains. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une pensée panafricaine au Maghreb, et par qui est-elle portée ? D'accord, oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il reste à la fois un petit peu du panafricanisme étatique. Quand j'étais au Maroc en 2018, il y avait eu une conférence sur l'aide du Maroc au mouvement révolutionnaire africain. Et je pense que ça peut servir l'État marocain actuel, en fait, de repenser, de réécrire l'histoire de cette aide, parce que le Maroc a des projets en Afrique, à la fois développement économique et puis un peu des projets politiques en Afrique qui sont servis par une réécriture de cette histoire. Je pense que c'est peut-être aussi, c'est le cas aussi de l'Algérie. Mais il reste aussi, je pense, des foyers de panafricanisme dissident. En Tunisie, on a bien vu, après les remarques de Rais Said, il y a 2 ans, il y a eu aussi un soulèvement de la part de Noirs tunisiens, et il y a beaucoup d'associations antiracistes en Tunisie qui travaillent pour à la fois reconnaître que il y a une grande population de migrants en Tunisie, mais aussi reconnaître que la Tunisie est en partie noire, que c'est un pays qui a une grande population noire, et que l'idée d'une Tunisie homogène, arabe, musulmane, etc., est une idée fausse. C'est aussi le cas au Maroc. Alors moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais à Rabat l'année dernière, d'aller à plusieurs associations d'aide aux migrants au Maroc, et je pense que c'est des foyers de panafricanisme parce que c'est intéressant pour ces acteurs de repenser l'histoire du panafricanisme, parce que beaucoup de ces acteurs, en fait, qui sont venus au Maroc avec le projet d'aller en Europe, vont trouver les frontières de l'Europe fermées. Et elles sont fermées, en fait. Et du coup, vont s'installer au Maroc. Donc, raconter l'histoire du panafricanisme et de la longue histoire des relations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne est intéressante pour eux, pour montrer que le Maroc est un lieu de passage, est un lieu avec plusieurs identités, etc. Donc, je pense que c'est important politiquement de raconter cette histoire, à la fois pour les États, ça sert le gouvernement actuel, mais aussi pour les acteurs, les personnes noires qui habitent au Maghreb actuellement. Et vous, Paraska, donc vous travaillez aux États-Unis. Beaucoup des documents de la recherche sur le panafricanisme ont trait aussi aux figures des droits civiques américains qui ont pu soit avoir une pensée panafricaine, soit qui se sont rendus dans les années 60-70 sur le continent africain. Est-ce qu'il y a quand même, alors en dehors de votre livre, mais un courant de recherche panafricain local ? Aux États-Unis ? Aux États-Unis. Oui, absolument. Il y a pas mal d'Américains qui travaillent sur le panafricanisme de figures comme Malcolm X, justement Stokely Carmichael, des Panthères Noires, etc. Moi, souvent, j'enseigne un cours sur l'histoire du panafricanisme qui est très populaire pour les étudiants. Alors souvent, eux ne connaissent pas trop l'histoire du panafricanisme en Afrique, en fait. Ils connaissent principalement l'histoire de Marcus Garvey, du mouvement Black Islam, des mouvements panafricains qui se situent aux États-Unis ou dans l'Atlantique noir, mais pas spécialement sur le continent africain. C'est un grand intérêt pour les jeunes Américains, et en particulier les jeunes Noirs américains qui du coup voient une longue histoire d'un Atlantique noir qui est
beaucoup plus grand en fait qu'il n'imagine, et qui inclut toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Merci en tout cas, Paraska Tolan-Skinnick, d'être venu présenter votre livre ici à ce micro. Je rappelle le titre, c'est Maghreb noir, Rabat, Alger et Tunis dans les luttes panafricaines, paru aux éditions Rothbau Crick. Je voudrais remercier quand même Elara Berthaud, que j'avais reçue il y a quelques mois pour un autre livre un peu dans le même domaine qui s'appelait Un couple panafricain aux mêmes éditions et qui nous a mis en contact. Et puis aussi à Sarah Fila Bakabadio de la maison d'édition qui a permis d'organiser cette rencontre pendant votre séjour à Paris. Donc bon séjour pour les quelques semaines qui vous restent en France. Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.